Vaste sujet qu'on va aborder aujourd'hui, en nous appuyant sur l'approche et le modèle Comprofiles développé par Robert Weiss. Laissez-nous d'abord vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette, nouvelle année. Avant de commencer, je voudrais juste m'assurer que vous nous entendez bien tous. Est-ce que vous pourriez m'indiquer dans le chat, à droite de votre écran, que le son fonctionne, s'il vous plaît? D'accord, oui, oui, bonjour à tous. OK pour vous. Bon, ça a l'air de fonctionner. On va peut-être entendre, les participants retardataires. D'accord, parfait. Merci. Ça a l'air de marcher. C'est important de faire ce petit test parce que comme on n'est pas en interaction directe avec vous, on ne sait pas si vous nous entendez ou pas. Parfait, merci. OK. Je vois qu'il y a des nouveaux arrivants qui rentrent dans la salle, donc je vous souhaite, bienvenue à tous. On va commencer, tranquillement et puis les retardataires, nous rejoindront quand ils le veulent. Peut-être que pour commencer, Robert, je ne sais pas ce que tu en penses, on va se présenter rapidement. Je suis Nadège Rouanet, psychologue du travail, de formation. J'ai travaillé pendant 17 ans dans un grand groupe, de la région aixoise comme responsable carrière. Donc en fait, avec mon équipe, je gérais tout ce qui touchait au recrutement, à la mobilité interne, au suivi de carrière, à la fidélisation de nos talents, tout ce qui touchait en gros au développement RH au sens large. Depuis quelques mois, j'ai créé ma société qui s'appelle Way of Life comme psychologue, coach et consultante. Et j'ai le plaisir de travailler notamment avec Robert Profiles sur des sujets divers, dont celui que nous allons aborder aujourd'hui, les recrutements, la rétention des collaborateurs. Robert, je te laisse te présenter à ton tour si tu es prêt. Oui, bonjour à tous. J'ai fait une carrière d'enseignant-chercheur à l'université. J'ai un double cursus doctoral. En fait, j'ai toujours marché sur 2 jambes. L'une, c'est la psycho et l'autre, c'est le management. J'ai débuté ma carrière, à l'université comme chercheur en psycho. Puis après, je suis devenu, enseignant en management à l'IAE d'Aix-en-Provence, où j'ai fait toute ma carrière. Je suis d'ailleurs, dans les années 90, j'ai été, directeur de l'institut et mes recherches ont toujours été au carrefour entre disons, la psychologie sociale et les entreprises. J'ai toujours eu une très forte activité en entreprise, soit quelquefois comme enseignant ou comme formateur, souvent comme, consultant spécialisé dans le management du changement et comme, coach de dirigeants. À l'heure actuelle aussi, chez Comme Institut, on est un centre de recherche et de formation. Nous formons des professionnels de l'accompagnement, qu'ils soient formateurs en management ou coach ou consultants. Donc voilà mes activités. Alors, avant de rentrer dans les détails de la conférence, nous souhaiterions connaître les problématiques qui vous occupent en ce début d'année et en lien forcément avec ce webinaire. Donc, est-ce que vous pourriez, dans le chat, nous indiquer, donc en bas, à la droite de votre écran, quelles sont vos activités et quels sont les enjeux en matière de recrutement et de fidélisation qui vous animent en ce début d'année 2023. Et on va essayer au moins de répondre au mieux et de l'intégrer dans cette conférence. J'attends vos retours dans le chat pour essayer de répondre à chacune d'entre elles. Donc comme je vous disais, si vous pouvez m'indiquer votre activité et rapidement, en quelques mots, hein, En lien la avec le séminaire. problématique. Tout à fait, en lien avec ce webinaire, tout à fait. Je vois que ça écrit, donc on devrait avoir les réponses, quelques mots suffisent, hein, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. Alors
Bonjour, je suis responsable recrutement et marque employeur. Alors attendez. OK. Nous avons aujourd'hui des difficultés pour recruter, des pénuries de candidats, notamment sur des profils techniques et l'externalisation n'est pas la solution la plus économique. En effet, elle n'est pas la plus économique et puis souvent, ils connaissent moins bien les profils que vous recherchez, que vous. Oui, forcément, je sais pas Robert ce que ça t'inspire, mais, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Les autres personnes, Oui. si Donc, formatrice et coach spécialisée en IE, accompagnement des entreprises, crise en difficulté de recrutement, tout à fait. Le recrutement, ça a été une grosse problématique pour de nombreuses entreprises, cette année, et c'est pour ça aussi qu'on aborde ce sujet avec vous aujourd'hui, hein. Le recrutement est toujours un risque, donc il est toujours bon de s'informer, en effet. C'est un domaine qui évolue constamment. Avant, on recevait des CV, maintenant on doit se retrouver à aller chasser des profils, donc le recrutement s'est inversé. Bonjour, travail temporaire, pénurie de profils, recruteurs avec grosse concurrence entre anciennes aussi, oui, c'est vrai la concurrence, sur les profils. Ah bonjour William, coach, accompagne des entreprises sur des problématiques de recrutement. Disons qu'il est ici pour une veille professionnelle et on le connaît bien William et on lui passe le bonjour. De mon côté, URL en informatique, j'ai gagné des missions de directeur de projet où les clients veulent travailler avec moi en personnel. Or, je souhaite déléguer tant que possible. OK, d'accord. Notre activité, les services numériques, la problématique, la pénurie des candidats. On est vraiment sur la pénurie des candidats hein, qui ressort combinée à l'inadéquation des formations et des besoins d'entreprise. Oui, tout à fait. Il y a un problème entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup de personnes sur le marché de l'emploi qui, au final, on se rend compte, leur profil n'intéresse pas les entreprises si on en reste à un système de recrutement standard sur CV et non pas sur potentiel. Robert va en parler après. Un besoin fréquent aujourd'hui de pouvoir retenir des profils techniques, experts, secteur de l'électronique. Oui, tout à fait. Le turnover, la rétention des talents, c'est aussi un réel sujet parce que c'est compliqué de trouver les bons profils, mais ça devient aussi très compliqué de les fidéliser. Je suis consultante dans l'accompagnement des acteurs de l'entreprise pour la performance économique et humaine. Je travaille plutôt à l'accompagnement du bien-être en entreprise. C'est un sujet aussi sur la fidélisation, le bien-être en entreprise. Manager dans une entreprise dans l'énergie, problématique de trouver des talents ou de les garder. OK. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous à peu près les mêmes problématiques qui correspondent au sujet du jour. Je conseille les dirigeants du Rhône sur leur enjeu RH, difficulté de recrutement, difficulté à faire revenir les collaborateurs au travail, comment réenchanter la relation au travail. En effet, ça, Robert va l'aborder hein, sur la prise en compte de la notion relationnelle dans les échanges. Je suis coach certifié et souhaiterais suivre une formation Comprofile. Les enjeux pour moi relèvent plutôt d'une meilleure compréhension du contexte de recrutement. D'accord. Ben, on vous invite à prendre rendez-vous aussi derrière. Hein. Vous pouvez cliquer sur l'onglet qu'il y a en haut dans la bannière verte Prendre rendez-vous. Vous appuyez sur Cliquer en rouge et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le calendrier de Robert pour parler de la formation derrière Comprofiles parce qu'on ne l'abordera pas aujourd'hui, cet aspect-là. Bonjour, je travaille dans l'ophtalmologie, projet futur de création d'une filiale, recrutement possible de plusieurs collaborateurs à moyen terme si cela marche. D'accord, donc du développement. Bonjour, présidente de Butterfly Job, plateforme de recrutement en mode SAS en cours de lancement. Je suis à l'écoute des actualités, des offres et curieux sur les méthodes ou partenaires qui pourraient compléter notre vision et notre offre. D'accord. Pénurie, difficulté, garder les professionnels, tension relationnelle en augmentation. Ça, c'est un réel sujet qu'on abordera aujourd'hui. Je me pose une question. Y a-t-il des pénuries de candidats hors technique? L'employeur sélectionne en France des candidats qui doivent être jeunes et peu coûteux. On va l'aborder, Robert l'abordera. D'accord. Bon, mais je vous remercie pour les personnes, en tout cas, qui nous ont fait part de leurs problématiques. Robert, peut-être tu veux faire une transition avant que l'on démarre? oui, bon, la première chose, on voit, c'est bien les difficultés de recrutement, ce qui fait qu'il peut être cher de recruter des gens, peut-être plus cher qu'à d'autres époques. Bon, comme le thème de notre séminaire, c'est comment on peut arriver à minimiser ses coûts de recrutement, c'est effectivement un point qui est important. Il faut dire quand même une chose, c'est que si on évalue le coût d'un recrutement, mettons à, j'en sais rien, à X, toutes les études montrent que le coût d'un échec de recrutement évolue entre 3 et 5 fois X. C'est-à-dire que le risque financier monétaire qui est lié en fait à un recrutement,
est beaucoup plus lié à un échec du recrutement, à une non-intégration, à un départ du collaborateur, du nouveau collaborateur, que simplement à trouver le collaborateur qui convient à l'entreprise. Donc, je crois que c'est un des points sur lesquels on va revenir, à la fois Mmh. pour rendre plus aisé en fait le recrutement, mieux attirer des nouveaux collaborateurs, mais aussi minimiser en fait les risques d'échec en quelque sorte. Alors, je crois qu'on a prévu un petit sondage auprès de vous. Peut-être que Nadège, tu le présentes Oui, tout à le fait. test. Alors, on a prévu un petit sondage pour commencer, donc pour introduire, notre intervention. On aimerait savoir alors regardez, je vous mets la slide, ça va être plus facile. Quelle est selon vous la raison principale d'un échec d'intégration d'un nouveau recruté? Donc si vous pouvez m'écrire dans le chat la réponse qui vous semble la plus pertinente ou les numéros de réponse qui vous semblent les plus pertinents. Donc on vous propose le manque de compétences de la nouvelle recrue, le manque de prise en compte de la dimension relationnelle au sein de l'équipe, le manque de prise en compte par le manager des aspects psychologiques et émotionnels de la relation avec le nouveau recruté, la difficulté d'adaptation du nouvel embauché à la culture d'entreprise, des difficultés rencontrées par le nouveau collaborateur au niveau des process et méthodes de l'entreprise, et enfin la 6, des conditions de travail ne répondant pas aux attentes du nouveau collaborateur. Au moins, on va regarder vos réponses. Alors, je regarde les réponses qui rentrent dans le chat avant qu'on vous fasse un retour, mais on est beaucoup sur le 2, le 3, le 6. On a du 5, mais 2, 3, 6, 5 sont celles qui ressortent le plus. Encore des 6. Bon, la majorité, Robert, on est sur des conditions de travail qui ne répondent pas aux attentes, on est sur des difficultés rencontrées au niveau des process et méthodes, le manque de prise en compte par le manager des aspects psychologiques, émotionnels de la relation. C'est ça qui ressort le plus peut-être, la 3. Et on a la 2 aussi, le manque de prise en compte de la dimension relationnelle au sein de l'équipe, qui ressort pas mal. Oui. Alors, je vois la distribution, hein, Mmh. il faudrait savoir ce que bon, notre question, l'item 6 est un peu vague, hein, des conditions de travail ne Mmh. répondant pas aux attentes du nouveau collaborateur. Il y a peut-être aussi des aspects relationnels qui sont pris en compte là-dedans ou qui ont suscité la réponse en 6. Oui, comme l'ambiance du travail peut-être. En fait, je pense que dans le recrutement, il y a souvent un biais qui est très important, c'est qu'on recrute quelqu'un sur son passé. C'est-à-dire que le point de départ du recrutement, c'est le CV, l'expérience de la personne. Et en fait, bon, je veux dire, même si la présentation faite par le candidat est tout à fait honnête, hein, qu'elle n'a pas été embellie par quoi que ce soit, par la présentation, elle est, en fait, ce qu'on cherche, c'est pas le passé, mais c'est le futur. C'est-à-dire que il serait plus efficace de recruter quelqu'un sur son potentiel. Et en fait, les méthodes de recrutement ne disent pas exactement quel est le potentiel d'une personne. Et dans son potentiel, il y a son potentiel de développement personnel, mais il y a aussi ce qui peut se passer au niveau relationnel avec d'autres personnes. Et donc, je pense que c'est un des points qui est super important, qui, évidemment, les recruteurs sont conscients de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous les moyens pour le faire. Comment la personne va s'entendre avec d'autres personnes, quelles vont être les caractéristiques justement euh, de la coopération, de la relation entre la personne qui va être embauchée et les personnes avec lesquelles elle va le plus travailler. Tout ça, je pense qu'il faut se donner les moyens par rapport à ça. Donc, et ça va déterminer énormément, bon, évidemment, la dimension relationnelle, évidemment, ce qui peut se passer avec le manager, avec lequel la relation va être très, très importante. Ça va jouer aussi sur bon, l'adaptation de la personne à l'équipe et souvent à la culture d'entreprise. Donc, ces éléments-là, je pense qu'ils ne sont pas ignorés, hein, par les professionnels du recrutement, mais peut-être que les outils qu'ils ont ne sont pas des outils qui sont absolument, absolument performants la plupart du temps. Donc, je pense qu'on va parler de ça.
en D'accord. particulier. D'accord, donc tout ça va nous emmener du coup à la première question. En amont de cette conférence, nous avons échangé avec différents experts, du domaine RH au sens large, et on a un certain nombre de questions qui sont revenues et c'est celles que nous avons souhaité aborder avec vous aujourd'hui. Donc la première question était: comment dépasser les évaluations intuitives, Robert? Oui. Alors, en fait, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui va motiver un, un nouveau recruté et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va s'engager et peut-être s'engager durablement avec l'entreprise. Et bon, là encore, tout ça, ça demande de savoir comment évaluer ça. La plupart des recruteurs avec lesquels on a discuté dans l'enquête préalable nous ont dit, bon, en fait, ben, on fait avec notre expérience, avec notre intuition. À mon avis, c'est très bien. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais on n'est pas sûr de notre intuition. On n'est pas sûr qu'on soit en plein dans le mille là-dessus. Est-ce qu'il existe des manières de faire qui allient, qui alliées à l'intuition pour être plus performantes? Alors, je crois que par rapport à ça, là encore, il existe des outils. Et bon, les gens utilisent des outils, par exemple, comme en fait, des tests de personnalité, des choses de ce genre. Bon, la première chose, c'est est-ce que ces tests de personnalité et tout ça, bon, qui souvent sont bien faits, est-ce qu'ils donnent des informations fiables? C'est-à-dire que, est-ce que véritablement les informations qu'ils donnent sont des informations qui ont été validées au point de vue statistique, au point de vue scientifique? C'est très important parce que des tests, des questionnaires à remplir, il en existe des tas et des tas. Certains sont valables, d'autres ne le sont pas, en fait. Et bon, or, en fait, tout ce que peuvent apporter ces éléments-là, c'est une source d'information. Il faut que la source d'information soit fiable. Donc, les, la matière première, l'information, est super importante pour être traitée et pour être alliée à l'intuition des gens. Faut-il encore que l'on utilise les tests qui existent, par exemple toutes les méthodes de profiling, uniquement comme une source d'information et non pas comme une source de jugement et d'évaluation? Parce que si on croit, parce qu'on connaît le profil d'une personne, qu'on sait comment cette personne va se comporter, en fait, c'est un abus de confiance. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que vous allez trouver des gens avec le même profil, exactement, et qui, certains vont être très performants, s'adapter à l'entreprise, et d'autres pas du tout. Donc, c'est simplement une source d'information. Cette source d'information, il va falloir très certainement la partager avec le candidat et voir plus loin et voir si quel est le degré de conscience de la personne elle-même. Je veux dire, si cette personne apparaît totalement en phase avec ce qu'elle dit, si elle est entre guillemets complètement honnête par rapport à l'impression qu'elle veut donner. Et il y a un certain nombre de choses à faire. En plus de la qualité de l'outil, il faut traiter cet outil. C'est une phase, c'est simplement une phase d'information qu'on va traiter. Bon, parce que le plus important, c'est pas le profil de la personne, c'est son degré de développement psychologique, c'est son degré de maturité psychologique. Est-ce que cette personne est capable de s'adapter aux situations? Est-ce qu'elle est capable de gérer le stress d'une manière positive? Ou est-ce qu'au contraire, elle va être en fait submergée assez aisément par le stress et passer dans des états que, bon, je comme professeur on appelle la survie, où les personnes n'ont plus véritablement les commandes de leur comportement. Et ça, on ne peut pas le savoir au départ. On peut le savoir avec l'expérience, ou on peut le savoir si on traite assez en profondeur par des entretiens le rapport à la personne pour qu'on ait une idée de la maturité psychologique de la personne, qui va être plus importante que son profil, que le profil lui-même. Parce que ce qui se joue, en fait, pour une personne, c'est pas simplement le développement personnel, le niveau de développement personnel de cette personne, c'est son niveau de développement relationnel. C'est comment elle va s'entendre avec les autres, quels sont les risques et les vulnérabilités qui peuvent exister avec une autre personne en fonction de son profil ou de ses caractéristiques. Quelles sont à l'inverse, les possibilités de complémentarité, de synergie qui existent avec les autres?
Ces informations-là, une méthode de profiling ne les donne pas. Il y a d'autres, on peut penser à d'autres outils. Qu'est-ce qui se passe entre deux personnes compte tenu de leur profil? Et là, on peut aller beaucoup plus loin. On peut mieux évaluer à la fois d'une part les risques et les vulnérabilités, de l'autre côté les complémentarités, les synergies qui peuvent exister, et avoir à ce moment-là des anticipations, des prévisions qui sont plus resserrées, plus exactes, qui donnent plus à penser que simplement un test de personnalité de l'individu qu'on est en train d'évaluer pour l'engager ou ne pas l'engager. Alors peut-être on pourra être plus précis ensuite là par rapport à ça, mais peut-être on peut continuer par rapport à ça. Oui, 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 parce qu'en effet, le test de personnalité, c'est très bien, mais c'est que le début. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ce que, Robert propose avec le modèle Comprofiles, donc on va continuer, vous verrez, le long de la conférence. La deuxième question qu'on nous a posée concernant la fidélisation, cette fois, c'est comment construire sur des relations motivantes avec les collaborateurs? Oui, Robert? alors là encore, ce qui se joue, ce qui se joue dans la relation, c'est un échange. En recherche, on dit c'est un échange d'énergie émotionnelle. Dans le langage courant de la vie de tous les jours, on dit c'est un échange d'énergie, tout simplement. Et ce qui est décisif, c'est la qualité de cet échange d'énergie entre les personnes. Et si cet échange est positif ou pas positif. Pourquoi et qu'est-ce qui le rend positif? En général, c'est lié à est-ce que l'échange, est-ce que avec les autres personnes qui sont importantes je veux dire, dans la situation professionnelle de l'embauché, en fait, nourrissent ses besoins psychologiques et ses besoins psychologiques prioritaires ou pas. Et ça, effectivement, on a des outils pour savoir faire ça. Parce que les sources de motivation, là, il y a pléthore d'études, il y a des milliers d'études qui ont été faites. Les sources de motivation qui impactent le plus les personnes sont des sources intrinsèques, non pas extrinsèques. Pour dire, par exemple, la satisfaction des besoins psychologiques est une source intrinsèque. Elle touche l'individu dans son intérieur, en quelque sorte, et dans sa dynamique interne personnelle. Le salaire, par exemple, est une source extrinsèque. On ne va pas dire que le salaire n'est pas important dans la motivation de quelqu'un, mais c'est moins important que la satisfaction des besoins pour la motivation de la personne. Toutes les études, toutes les recherches montrent ça. Et donc, si on rentre maintenant dans les sources intrinsèques, la première source, c'est la satisfaction des besoins psychologiques. La deuxième source, c'est la rencontre, en fait, des valeurs de la personne, du système de valeurs de la personne. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, c'est les deux grandes sources de motivation, sont d'un côté ce qui va jouer sur le comportement de la personne, c'est-à-dire les besoins psychologiques, et de l'autre côté, en fait, qui jouent sur ses valeurs. Et c'est pas la même chose qui se joue, mais les deux sont complémentaires. Et les besoins psychologiques, s'ils sont satisfaits, vont générer pour la personne de l'énergie. Et en fait, la conséquence qu'il va y avoir, c'est la manière dont la personne va se comporter. Chaque personne, chacun d'entre nous, nous tous qui sommes là, en fait, nous avons des préférences comportementales. Ces préférences comportementales sont en lien avec les besoins psychologiques qui sont les nôtres et qui sont prioritaires pour nous. Et donc, ça joue à tout moment de notre vie. C'est-à-dire que si on regarde le rythme et la temporalité de la stimulation des besoins psychologiques, c'est permanent, hein, c'est quotidien, c'est permanent. Ça n'est pas exactement la même chose qui se passe pour les valeurs. Les valeurs indiquent ce qui est important pour moi dans la vie. Et ça va jouer pour mes choix, mes décisions, mes orientations qui sont importantes. Ce n'est pas tous les jours qu'on prend des décisions importantes. Ce n'est pas tous les jours qu'on prend des orientations importantes. Le rythme et la temporalité, en fait, de stimulation, d'actualisation des valeurs qui sont les nôtres, ça n'est pas du tout quotidien, ça n'est pas permanent comme les besoins psychologiques, c'est quelque chose qui vient de temps à autre. On a l'impression même de temps à autre
qu'on oublie nos valeurs, notre système de valeurs. On s'assoit sur nos valeurs de temps à autre en fonction des situations. Et donc, la stimulation est ponctuelle, mais les deux à la fois vont conditionner à la fois la motivation et l'engagement durable d'une personne. Alors, nous avons bâti moi j'ai conçu deux applications par rapport à ça. L'une, un profil de communication disons, qui est la base d'une méthode de profiling, et l'autre, un autre inventaire qui permet de distinguer quelles sont les priorités en termes de valeur de la personne, quels sont ses principes directeurs dans la vie. L'alliance des deux, eh bien, sont les deux moteurs. C'est le moteur, l'alliance des deux est le moteur de la motivation et de l'engagement pour les personnes. Et donc ça peut être repéré à l'avance et évidemment discuter avec les personnes. Si peut-être qu'on continue, c'est-à-dire, Oui, tout à fait. tout à l'heure, ce que je disais, c'était que en fait, on évalue les gens sur leur passé et non pas sur leur potentiel futur. Et c'est un problème du recrutement. Parce que il faut savoir qu'est-ce que va donner la personne. Non seulement ce qui va la motiver, ce qui va faire que la personne peut s'attacher à l'entreprise, mais ce qui va justement favoriser la manifestation, l'expression de son potentiel. Alors, il y a plusieurs choses qui jouent là-dessus, mais si on en reste aux éléments qui sont aux éléments psychologiques, relationnels, eh bien, on s'aperçoit que si la personne obtient la satisfaction de ses besoins, si elle est en face de gens qui qui sont intéressés à ses besoins, à ses objectifs, à ses challenges personnels, à ses difficultés personnelles, c'est-à-dire si la personne est traitée comme une personne et non pas comme un embauché, simplement, c'est-à-dire une chose, pour passer du statut d'objet à un statut de personne, il faut encore qu'une personne soit intéressée, que d'autres soient intéressés à nous, c'est-à-dire soient intéressés à nous comme ces personnes s'intéressent à elles-mêmes. Quand on réfléchit sur nous-mêmes, on réfléchit à nos besoins, on réfléchit à nos objectifs, à notre stratégie personnelle, on réfléchit à nos difficultés, on se dit aux challenges qu'on a à relever. On fait tout ça vis-à-vis de nous-mêmes. La question, c'est de savoir si on opère de la même manière avec les autres personnes ou si on reste centré sur nous-mêmes. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, c'est la vision que l'on a la vision du monde que l'on a. Est-ce que notre vision du monde est centrée sur l'interne, c'est-à-dire sur nous, ou si la vision du monde est centrée sur l'extérieur et sur les autres? Et les gens le savent parce qu'ils le sentent. Nous-mêmes, chacun d'entre nous, nous le sentons. Si nous sommes en relation avec quelqu'un, on sent si la personne est intéressée à notre personne, à nous, ou pas, ou si elle est en train de suivre uniquement sa propre stratégie et son propre raisonnement. Si la personne ne voit que midi à sa porte, on le sent et on ne se sent pas inclus là-dedans. Et pour avoir envie véritablement de s'exprimer, il faut que on sente bien qu'il y a cette forme, souvent ce qui relève de l'empathie, que la personne nous écoute, s'intéresse à nous et est intéressée à prendre en compte quels sont nos besoins, nos objectifs et nos difficultés. C'est par ce biais-là qu'en fait, on va ressentir l'intérêt de la personne pour nous, va nous apporter l'énergie dont on a besoin pour exprimer notre plein potentiel. On sait très bien que une même personne, vous savez, dans deux contextes différents, dans deux contextes relationnels différents, une même personne, dans un contexte relationnel, va vraiment donner beaucoup d'efficacité et va être brillante. Dans un autre contexte, la même personne, potentiellement avec les mêmes aptitudes, ne va pas exprimer son potentiel. Donc ça joue énormément. Donc la qualité relationnelle, c'est l'élément fondateur de la rencontre entre les personnes, de ce qui se joue. Et même, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que dans la rencontre, on se découvre nous-mêmes. Souvent, on se connaît mal. On se connaît très très bien, on se connaît mal. On se découvre constamment quand on est en relation avec d'autres personnes. On se découvre quand on
quand on a en face le feedback de l'autre qui nous dit des choses sur nous-mêmes et qui nous font réfléchir à nous. On se découvre quand on voit des gens opérer de manière différente par rapport à une situation que ce qu'on ferait nous-mêmes. Tout ça, ce sont des éléments qui vont être primordiaux hein, dans la relation. Et à ce moment-là, c'est vraiment le développement relationnel qui est premier. La relation est première, le développement relationnel est premier. Et un élément dans le développement relationnel va être le développement personnel. Et si on a une vision du monde qui est centrée vers l'extérieur, qui est orientée vers l'extérieur, et qu'on est centré sur l'autre, à ce moment-là, on a la base pour justement bien écouter, bien entendre, bien comprendre l'autre, et réciproquement. Et à ce moment-là, c'est la base même de quoi? De l'établissement de relations de confiance réciproque, de la coopération et de l'efficacité collective. Ce qui va être souvent beaucoup plus important que l'efficacité individuelle, parce que ce qui se joue pour une entreprise, c'est le collectif. C'est le fait que les gens ensemble vont développer de l'intelligence collective et vont développer de l'efficacité collective. Donc, il va falloir favoriser, au niveau de la relation, au niveau des dispositifs qu'on va mettre en place, un comportement de croissance relationnelle chez l'interlocuteur, c'est-à-dire quelque chose qui vient satisfaire ses besoins, lui donner de l'énergie positive, de telle sorte qu'il ait envie lui-même, à la fois de se dévoiler, de dévoiler plus de ses qualités, et qu'il ait envie d'être là, qu'il soit heureux, qu'il se sente heureux et satisfait d'être en relation avec les gens avec lesquels il travaille. Voilà ce que je dirais sur l'expression du potentiel, vu d'un point de vue relationnel. Tout à fait. Je vais rebondir sur des phrases qu'on nous a écrites dans le chat. Donc, Serrano nous dit qu'il nous rejoint, mais les recruteurs sont résistants à tout nouveau mode de recrutement ou test de personnalité. Alors, pour avoir travaillé de mon côté pendant 17 ans dans un grand groupe, j'avais hein, des outils de test de personnalité, d'intelligence cognitive, etc. Il faut savoir évoluer avec son temps. Le monde du travail évolue, la façon de recruter évolue, la fidélisation des collaborateurs devient un réel enjeu. Avant, on se posait même pas la question. Donc, il faut évoluer avec son temps, j'ai envie de dire, et avoir des outils qui correspondent aux problématiques actuelles. Un simple test de personnalité ne peut pas permettre tout ça. Donc, moi, j'encourage les recruteurs à s'ouvrir, à benchmarker. C'est aussi pour ça qu'on fait cette conférence aujourd'hui et que Robert va présenter les outils qu'il a développés. Il faut utiliser des outils qui vont plus loin que la simple évaluation d'une personnalité. Il faut utiliser des outils, comme le disait Robert, qui se basent sur le système relationnel de la personne, qu'elle va pouvoir mettre en activité avec les personnes avec qui elle va être le plus emmenée à échanger avec son manager, avec l'équipe. Parce qu'on le sait bien, on a de nombreux départs et de nombreuses démissions pour des problèmes relationnels avec la hiérarchie. Et c'est ça qu'il faut essayer aussi d'anticiper et de corriger autant que faire se peut grâce à des outils qui existent, hein, et notamment ceux de Comprofiles. On va continuer à en parler hein, un peu plus de façon plus approfondie ensuite. Et on a Marie-Josée qui nous dit que replacer l'humain au cœur des organisations, porter de l'attention à l'autre est un challenge pour nos organisations. Un challenge, un enjeu. Et s'ils veulent réussir, je pense que c'est vraiment nécessaire d'intégrer le côté relationnel dans notre façon de manager, de recruter. C'est un réel enjeu et c'est ce que cherchent les collaborateurs maintenant. Robert, je ne sais pas si tu veux réagir ou si on continue sur la 4e question qu'on nous a posée. Moi, je crois que la 4e question qu'on nous a posée est en droite ligne par rapport à ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui conditionne une intégration réussie? Tout à fait. Il y a déjà la difficulté de recruter la personne, mais ensuite, il faut la garder. Et il faut qu'elle donne tout son potentiel. Donc, là, on va parler du onboarding, donc. Oui, il y a des tas de techniques. Je crois qu'il y a des prestataires de recrutement qui font des choses extrêmement intéressantes. Et on voit justement des procédures de onboarding qui sont extrêmement élaborées, très structurées, etc. En complément de ça, moi, ce que je pense, c'est que on va être motivé par, on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on va être motivé par
si notre travail a du sens et qu'on est capable de percevoir le sens qu'a notre travail. C'est-à-dire, par rapport à quoi notre travail prend du sens? Il prend du sens par rapport à, comme on le sait, par rapport à la vision et la stratégie, peut-être par rapport à la raison d'être de l'entreprise ou du département dans lequel on est. Et il faut que notre travail soit éclairé par ça. C'est-à-dire que on sent bien, et là aussi les recherches sont très claires par rapport à ça, c'est qu'entre une entreprise, mettons, bien organisée, et où, en fait, on se centre uniquement sur les tâches et sur le travail, et une autre entreprise, on va dire bien organisée aussi, mais où les managers donnent du sens à leur travail en disant quelle est la raison d'être du travail, qu'est-ce que ça génère, comment on crée de la valeur, comment c'est positif non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres avec qui on travaille, pour les gens avec qui on coopère, on sait que ça a un impact extrêmement fort. Et ça donne un complément de motivation aux gens. Alors, en même temps, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les modalités de l'intégration doivent laisser la place, en fait, au sentiment du recruté qu'il est pris en compte comme une personne, notamment par son management. En fait, je crois, dans la plupart des entreprises, je pense qu'on ne consacre pas assez de temps. Les managers ne consacrent pas assez de temps à bien connaître leurs collaborateurs. En fait, c'est un peu vogue la galère. À partir du moment où on a recruté un bon collaborateur, on se dit, il va s'adapter, il va montrer ce qu'il vaut. Il montre ce qu'il vaut si on lui crée les conditions de montrer ce qu'il vaut. Et donc, c'est pas quelque chose qui est sûr. On va pas trouver beaucoup de gens qui vont forcer toutes les portes et qui vont vouloir absolument montrer ce qu'ils valent. On va trouver des gens qui ont envie ou n'ont pas envie, sont stimulés ou ne sont pas stimulés, sont motivés ou ne sont pas motivés. Donc, en complément de donner du sens, véritablement prendre en compte la personne avec ses besoins et ses difficultés, c'est super, super important. Et puis, l'individu va être en relation avec d'autres. La personne embauchée va être en relation avec d'autres personnes. Et son efficacité va dépendre de la qualité de la relation qu'elle va avoir avec les autres personnes. Et ça, c'est très peu anticipé. Il n'y a pas d'outils qui existent. Bon, nous, chez Comprofiles, puisqu'on développe des applications, nous avons énormément travaillé là-dessus toutes ces dernières années pour savoir comment on peut prévoir la qualité de la relation entre les personnes et prévoir les risques qu'il peut y avoir et prévoir justement et comment faire en sorte de donner des recommandations aux personnes en présence pour que, en fait, dans leur comportement, elles arrivent justement à donner le maximum d'énergie à l'autre personne, qu'elles génèrent de la croissance relationnelle pour l'autre personne et vice-versa. Donc ça, c'est des choses qu'on peut approcher avec des outils très simples et qu'on peut approcher à partir du moment où il y a une investigation, une construction, encore une fois validée scientifiquement, hein, au plan statistique, etc., etc. Parce que moi, je crois à ça. Je veux dire, je suis un chercheur et je suis un prof d'université et je crois à la validation des outils qu'on utilise, non pas simplement au caractère génial des idées qu'on peut avoir, mais on regarde si ça marche ou si ça ne marche pas. À ce moment-là, on peut très bien prévoir ces choses-là et bâtir ça. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on connaît le profil psychologique d'une personne, on a des informations sur comment cette personne pourrait réagir. Et à partir du moment où on a le profil psychologique de deux personnes, on peut savoir comment ces personnes pourraient s'entendre au mieux ensemble ou quels sont les risques relationnels qu'ont ces personnes. Et puis, le produit lui-même peut donner des informations ou être accompagné par des gens qui vont justement faire en sorte que la relation se passe pour le mieux si jamais elle ne se passait pas bien dans un cas ou dans un autre. Donc ça, c'est... Et en fait, tout part de l'outil de départ, c'est-à-dire quel est le profil. Et le profil, bon, c'est un inventaire. C'est un inventaire comme d'autres inventaires de profiling qui prend 20 ou 25 minutes à remplir. Et à partir de là, si on connaît ces éléments-là, on peut prévoir tout un ensemble de choses et faire des hypothèses.
À partir de ces sources d'information, on peut faire des hypothèses positives et se dire comment on va créer les conditions que les hypothèses positives deviennent une réalité. On peut faire aussi des hypothèses qui sont plus pessimistes et de voir les risques et les vulnérabilités qu'il peut y avoir dans la relation entre les personnes. Et là encore, faire en sorte que ces hypothèses pessimistes ne se passent pas, ne deviennent pas la réalité. Donc, on a énormément travaillé sur cet ensemble-là en fait, d'applications et où l'information que l'on a est très simple à obtenir. Et ensuite, il s'agit de faire un bon usage de cette application. Alors, je ne sais pas, Nadège, où tu veux que Oui, je aille. sur le chat, on a une remarque où on dit les managers sont trop souvent déficitaires. Pour connaître l'autre, il faut déjà bien se connaître. La problématique qu'on rencontre souvent, c'est que les personnes deviennent managers parce qu'elles sont bonnes dans leur métier, elles excellent techniquement dans leur métier, mais elles n'ont jamais été formées, accompagnées au management, à la communication, à la psychologie, et c'est tout le problème. On peut être très bon dans ce qu'on fait si on manque d'intelligence émotionnelle, situationnelle, s'il nous manque les soft skills qui sont maintenant très importants dans une relation, on ne peut pas être un bon manager. Tout s'apprend, heureusement. D'ailleurs, Comprofels propose une formation manager coach parce que c'est pas inné le management, c'est pas inné de comprendre ses équipes, d'interagir de la meilleure façon qui soit et de façon harmonieuse avec ses équipes, et ça s'apprend. Mais souvent les managers, hélas, sont face à leur responsabilité, face à une équipe, livrés à eux-mêmes un peu. On leur demande des résultats, on est concentré résultats et pas forcément relation, mais sans l'équipe on ne fait rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment mis l'accent, comme vous le voyez, sur la relation, sur l'homme au cœur de la relation. Alors, moi, je dirais que le manager, c'est un homme comme un autre, hein, ou c'est Tout une à femme fait. comme les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est manager qu'il est plus agile au point de vue comportement et relationnel que ses collaborateurs. Rien ne le dit. Et en fait, si on regarde bien, on vérifie que ça n'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire que les gens c'est quelque chose que l'on apprend au cours de notre carrière. Et puis il y a des gens qui apprennent mieux que d'autres. Et puis il y a des managers qui sont très très bons techniquement, mais qui sont pas formidables au point de vue relationnel. Et encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? C'est-à-dire d'intéresser les gens à qu'est-ce qui se passe chez l'autre, comment on lit le feedback de l'autre, comment on a accès à l'attente de l'autre, comment on s'intéresse aux besoins et aux difficultés de l'autre, et qu'on en tient compte dans la relation avec lui. C'est-à-dire que c'est toute une posture qui est en jeu là, et cette posture-là, elle peut être alimentée par des sources d'informations qu'on peut obtenir assez simplement. Effectivement, il y a une dernière remarque que je voudrais faire, c'est que les gens ils sont recrutés sur leur expérience passée et ils sont recrutés pour une fonction. Et en fait, il peut se faire que des gens accomplissent leur fonction, remplissent leur fonction et ne soient pas efficaces pour l'entreprise, même s'ils remplissent bien leur fonction. Je crois qu'il y a une distinction à faire entre la fonction que l'on a à accomplir et le rôle qu'on a à remplir. Et le cœur du rôle, qu'est-ce que c'est? Le cœur du rôle, c'est de savoir si l'impact que je vais avoir avec sur l'efficacité des gens avec lesquels je travaille. Mes collaborateurs, mon supérieur hiérarchique, mes pairs avec lesquels, voire les clients ou les fournisseurs. Est-ce que ma manière de remplir ma fonction va avoir un impact positif sur l'efficacité du travail de l'autre? C'est ça le rôle. Hein, le cœur du rôle, c'est l'impact que j'ai sur l'efficacité des autres. Et je crois que à ce moment-là, si on commence à se dire, voilà, mon rôle, c'est ça, c'est de rendre le travail des autres plus facile, plus efficace, on change sa manière de remplir sa fonction. Et à ce moment-là, on crée avec les autres de l'intelligence et de l'efficacité collective.
Et on doit se poser constamment la question, bon, dans ma manière de faire, de remplir mes tâches, d'accomplir mes tâches, est-ce que je concours à l'efficacité collective? Et ça change tout, en fait. Et là aussi, bon, évidemment, on peut travailler là-dessus. C'est un Mmh. point qui est super important, qui change à la fois l'angle de lecture des gens sur leur rôle. Un manager peut très très bien connaître sa fonction, peut être un super spécialiste, dominer sa fonction et ne pas agir de telle manière qu'il va faciliter l'efficacité de ses collaborateurs. Et ainsi de suite, hein, et réciproquement, en quelque sorte. Et là, c'est un autre type d'investigation. C'est-à-dire que, et ça va jouer évidemment sur la manière dont on va intégrer quelqu'un dans une entreprise et la satisfaction que cette personne va avoir. Parce que si elle s'aperçoit que son supérieur hiérarchique ou que ses collaborateurs ou ses pairs dans un département ou dans un comité de direction font tout pour faciliter sa propre efficacité, à ce moment-là, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va être incline à faire exactement la même chose. Et quand on intervient dans un comité, moi je sais que j'interviens souvent dans des comités de direction, on voit, quand on travaille sur ces points-là dans un comité de direction, très souvent, c'est des choses simples. Si on se pose la question, mais ça change complètement la vision des gens sur, en fait, comment ils doivent travailler, qu'est-ce qui va les satisfaire finalement dans leur manière de faire leur travail et qu'est-ce qui va créer les meilleures conditions pour que, au niveau collectif, on soit le plus cohésif et le plus efficace possible. Tout à fait. Nous avons passé là la conférence de 45 minutes. On a un peu débordé, désolée pour ceux qui ont des rendez-vous derrière. On va donc conclure cet échange. Donc, en restant sur une phrase qui est chère à Robert et à Comprofiles: «Nos outils et méthodes visent à prendre en compte le caractère unique de chacun, lui permettent de se développer en relation avec les autres et qu'ensemble, ils accroissent leur intelligence collective et l'efficience de leurs actions». Donc ça résume quand même bien, je pense, toute la dynamique de cet échange que l'on a eu avec vous aujourd'hui. Je regarde vos échanges en direct sur le chat au passage. Donc les collaborateurs sont souvent évalués sur leur fonction et non sur leur rôle. Intéressant cette vue plus large. Oui, en effet. Il faut avoir quand même une vision assez globale, hein, de l'individu dans le travail, hein, son environnement, lui, son rôle, sa mission, ses tâches, ses fonctions et le collectif aussi, hein, parce que seul on ne fait pas grand-chose dans une organisation. Euh, Euh, je pour m'aperçois qu'en fait, oui, bon, on a essayé de dire un certain nombre de choses, mais que les choses peuvent rester, disons, un peu soit conceptuelles, soit tout à euh, fait. manque manque de précision, parce que dans le temps imparti, on ne peut pas rentrer dans le détail ni des outils, ni des situations des gens. Et il y a peut-être des gens qui veulent aller plus loin. Et je ne sais pas, Oui, oui, peut-être totalement. C'était prévu sur le slide suivant. Heu, pour les personnes qui veulent approfondir donc les échanges de ce jour et qui voudraient peut-être des informations sur les modèles comme Profiles, les applications, que l'on peut vous proposer, vous pouvez prendre rendez-vous directement en cliquant en haut sur la petite bannière verte. Vous voyez, il y a écrit «Prendre rendez-vous». Cliquez ici. Vous cliquez directement, vous allez tomber sur le calendrier de Robert pour pouvoir prendre le rendez-vous à l'heure et à la date qui vous conviennent. Avec Robert ou une personne de son équipe, afin d'échanger et de pouvoir voir comment nous, on peut vous aider par rapport à notre retour d'expérience, bien évidemment, et mettre en place une stratégie qui pourrait vous permettre d'optimiser vos recrutements, la fidélisation de vos collaborateurs, avoir des relations plus harmonieuses et donc augmenter l'efficacité d'équipe au passage. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on vous y invite, on est disponible. Vous pouvez le faire vous-même directement en cliquant en haut sur le bouton «Cliquez ici» qui est écrit en rouge et nous y répondrons bien volontiers. Est-ce qu'il y aurait des questions peut-être? Bon, ça fait 50 minutes, mais est-ce qu'il y a peut-être quelques questions auxquelles vous souhaiteriez que nous répondions avant de nous quitter?
Former CPF, merci pour ce webinaire. Sera-t-il disponible en replay? Oui, on va recevoir le replay, on pourra vous l'envoyer sur vos mails pour vous le diffuser. N'hésitez pas à nous solliciter, mais on vous l'enverra. Je vous invite à aller sur nos fiches LinkedIn aussi, si vous voulez échanger, vous pouvez nous envoyer des messages directement. Certains managers savent valoriser leurs équipes pour les rendre plus efficaces, d'autres détruisent les équipes. Pourquoi? Comme le disait Robert, on est tous différents, chacun son approche, et c'est vrai qu'un manager peut faire beaucoup de bien comme il peut faire beaucoup de mal. D'où la nécessité pour les entreprises aussi de former ces managers, de les détecter, de les accompagner, de les aider. Il y a certains qui ont une aisance naturelle et d'autres, il faut les accompagner. Merci à vous. Merci beaucoup, très intéressant. Nous vous remercions d'avoir participé à cet échange, à cette première conférence. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter sur la page LinkedIn Robert Weiss. Vous pouvez suivre notre newsletter, ce qui vous permettra de recevoir en direct les notifications pour nos futurs articles et nos futures conférences. La prochaine conférence, nous venons de définir la date avec Robert, aura lieu le 15 février prochain, mercredi 15 février prochain à 13h. Donc, je vous invite à vous abonner. Au moins, vous recevrez les notifications directement sur vos pages LinkedIn. Merci William, merci à tout le monde pour vos messages. Merci d'avoir participé à ce premier webinaire de ce début d'année. Robert, je te laisse clôturer le petit mot de la fin. Je serais intéressé maintenant à discuter avec les gens, à écouter les personnes et leurs problématiques. Si effectivement il est possible de les aider, je serais vraiment très heureux. Bien sûr. N'hésitez pas, prenez rendez-vous. On vous invite vraiment à prendre rendez-vous pour nous exposer de façon plus personnalisée vos problématiques et qu'on vous indique comment on peut vous aider et y répondre. Allez, donc on va se déconnecter. Merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et on vous dit à très bientôt. Merci Robert pour cet échange. Merci à toi, Nadège. Merci à tout le monde Au pour votre revoir. attention. Au revoir. Merci, au revoir.